Au cœur de la forêt boréale du Québec se trouve une région reconnue pour ses contrastes et ses grands espaces sauvages. Bienvenue au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bienvenue dans la zone boréale. L'agriculture biologique est une façon naturelle de produire des aliments en respectant la terre et les animaux. Ces producteurs évitent les méthodes potentiellement dommageables pour l'environnement et la santé humaine. On exclut le recours à la plupart des produits chimiques et de synthèse et les organismes génétiquement modifiés. Pour être utilisé, l'appellation biologique doit être accordée par un organisme de certification officiellement reconnu. Pour en parler, je suis allée rencontrer Sophie Gagnon des Jardins de Sophie. Elle et François sont fermiers de famille de par leur panier de légumes, mais opèrent aussi un marché public tous les samedis à Tadoussac. Direction Anse-à-Pelletier, Saint-Fulgence. Tous les deux, on savait qu'on voulait faire du maraîchage. On savait qu'on voulait une terre. On se retenait, on cherchait un endroit, 24 ans. 24 ans. Ici, on est arrivés tous les deux, naïvement. OK. Hein? Donc, il y avait il y a rien là. tout On va était à défricher faire. ça va être le fun. Mais c'est parfait. On avait l'énergie de la jeunesse. C'est ça wow. que je dis, c'est ce qu'il faut. Quand on regarde ça avec du recul, on se dit, oh là là, il y avait du travail derrière tout ça. Et puis, c'est ça. Donc, on a acquis la terre. Mais quand on est arrivés ici, tous les deux, on a eu un coup de cœur. Puis c'était ça l'important, pour nous, là, que tous les deux, on se sente très bien d'être ici. Beau temps, mauvais temps, été comme hiver, parce que c'est quand même un secteur isolé. Puis on s'est lancé dans l'action. Donc, puis là, vous êtes construit une vie ici, là. Tout à fait. Aurais-tu pu faire autrement que le faire de façon biologique? Pour nous, non. Non, c'était clair que c'était en mode... Initialement, on était écologique. Okay. Parce que le bio, c'était... on pourrait dire, commencer à prendre ses premiers élans au Québec il y a 15 ans. C'était présent, mais c'était encore très marginalisé. Aujourd'hui, on peut voir que le bio a vraiment une place sur les tablettes, que la population est ouverte à ça. Donc, il y a eu un changement aussi au niveau des mentalités, je dirais. Est-ce qu'il y a des cultures qui se prêtent mieux au biologique? Est-ce qu'il y en a qui sont plus difficiles? La grande majorité, je dirais, se prête très bien au biologique, entre autres la culture des cerfs. Est-ce que ça coûte plus cher? C'est certain que ça coûte un peu plus cher, oui. Un peu. Pourquoi? Pourquoi? Bien, c'est au niveau des pratiques agricoles. Si je vous amène dans le champ, vous allez comprendre pourquoi ça coûte plus cher. Puis je m'en fais un devoir, d'ailleurs, de parler, entre autres, de toute la famille des crucifères, qui présentement représente un réel défi là, pour les producteurs. Oui. On le voit depuis 2 ans. Pourquoi les brocolis sont à 6, 8 piastres? Les gens se tirent les cheveux un peu avec ça. C'est que depuis 3 ans, on a un nouvel insecte qui est apparu au Québec, mais aussi dans notre région. Au niveau du biologique, notre seul moyen de contrer cet insecte-là, qu'on appelle la cécidomie du chou-fleur. Donc, c'est un petit insecte de 2 mm qui est vraiment microscopique. Puis cet insecte-là, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il pique la tête des petits plants lorsqu'on les transplante au champ. Donc, pour le contrer, on est obligé de mettre des filets protecteurs à maille très fine pour protéger les cultures. Les gens dans le conventionnel, eux, doivent carrément faire une application d'insecticides à chaque semaine. Donc, tout ce temps-là de travail, d'achat d'insecticides, que tu sois conventionnel ou bio, l'achat de filets, par exemple, c'est des coûts vraiment importants pour les producteurs. C'est du temps aussi au niveau de la main-d'œuvre pour les installer, les enlever à chaque fois qu'on va faire une récolte. Toute cette lourdeur de tâches-là que ça a apporté pour nous, bien, ça a un impact sur le prix du produit. Puis je vous dirais, malgré tous nos efforts là, de protéger les cultures, l'insecte arrive quand même à rentrer à l'intérieur des filets. Ces garces-là, là, ça irait quasiment au cochon. Oui. Tellement que c'est... Les rouges, qu'est-ce que ça disait, Adrien? Les choux rouges. Ils sont beaux, seraient prêts à...
OK. Ouais, avant qu'il éclate. Il y a différents organismes de certification. Oui. Nous, qu'est-ce qui a orienté notre choix? C'est qu'on savait qu'on voulait vendre seulement au niveau local, à la limite provinciale. OK. Donc, c'était clair pour nous qu'on s'orientait avec un organisme qui visait ces marchés-là. Parce qu'il y a différents organismes. On parle donc, nous, on est avec Québec Vrai. OK. On retrouve aussi Écoserre, qui est un autre organisme de certification, qui s'adresse à des producteurs qui cherchent aussi à vendre leurs produits à l'extérieur du Québec. Donc, nous, on savait qu'on ne se lançait pas sur des marchés plus grands que le régional, provincial. Donc, ça a été quand même assez clair dès le début. Puis comment ça fonctionne le processus? Tu sais, le moment, entre le moment où ce que tu dis, ah, ben moi, ça me tenterait, puis que tu arrives avec une certification au bout? Ça s'est pas fait tout de suite. On a été plusieurs années, je dirais, indécis à vouloir s'inscrire à la certification. Qu'est-ce qui nous a incité? Il y a eu deux choses à ce moment-là. C'était qu'on était quand même un bon producteur d'ail dans notre région. Puis on s'est dit, tant qu'à vendre notre ail, on voulait la vendre au bon prix, donc au prix du bio, parce qu'on la travaillait de cette façon-là aussi. Puis on souhaitait aussi cesser de devoir justifier aux consommateurs, oui, elle est biologique, mais elle n'est pas certifiée, elle est écologique. Donc, de devoir toujours expliquer aux clients, c'est bio, mais c'est pas bio, on a comme voulu clarifier les choses. Puis, on ne regrette pas du tout notre choix. Même, je dis souvent aux gens, la certification bio, oui, ça implique de la paperasse, de la régie de papier, de registres, etc. Mais nous, ça nous a permis d'aller à un autre niveau. Moi, je vois vraiment qu'il y a de l'avenir pour le bio. Puis de plus en plus, le gouvernement du Québec, je dirais même le MAPAC, prend quand même une tangente dans cette direction-là, encourage les producteurs qui veulent faire une transition vers le biologique à se lancer dans l'aventure, parce que ça prend un certain temps. Puis c'est surtout au niveau de la vision de faire les choses que le modèle est différent. Donc un producteur conventionnel qui veut s'orienter vers le bio, c'est certain qu'il y a une stratégie différente. Donc, mais c'est possible. Ce que tu me dis, c'est une question de valeur. Oui, aussi à la base. Est-ce que c'est pour ça que quand on est producteur, on choisit de produire biologique? C'est-tu quelque chose qui se passe? Oui, la grande majorité, oui. C'est certain que les gens, à la base, on est amoureux de la vie, amoureux de la nature. On aime observer la vie aussi. T'sais, à la base, je pense qu'on a tous voulu être soit un petit peu biologiste, écologiste, on est un peu militant, on aime la bonne bouffe, donc on porte différents chapeaux, là, les gens qui sont dans le bio, mais on a tous un filon commun là, qui est ces valeurs de respect de la nature puis de la vie, là, c'est certain. Puis est-ce que tu retrouves ces mêmes valeurs-là dans le consommateur aussi? Tout à fait, oui. Pour les gens des paniers spécifiquement, là, tout à fait, oui. Qui se ressemblent, ça semble. Hein? Donc, c'est certain que nos consommateurs nous choisissent aussi. Puis ensemble, moi, je dis toujours, les paniers, c'est une aventure humaine, c'est une aventure culinaire. Donc, ensemble, on partage cette aventure-là via les paniers bio. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il existe une filière laitière biologique très dynamique. Sur 306 fermes laitières, 19 sont certifiées biologiques. Mais pendant longtemps, il n'y a eu qu'une seule ferme laitière biologique, la ferme des Chutes de Saint-Félicien. On s'en va rencontrer M. Bouchard. On m'a dit qu'il faisait de la mécanique. On va aller voir ça. On a formé Ferme des Chutes en 1974 en m'associant avec mon frère Gérard. Puis on a créé Ferme des Chutes. Et on a exploité de la manière conventionnelle à aller jusqu'à 1978. On commençait à se poser des questions. Oui, on avait plus de rendement dans l'étable, on avait une bonne moyenne de l'air. Les rendements des champs, ça s'améliora un peu, mais il reste que, faut pas oublier que où qu'on est installé ici, c'était considéré des années 50 comme des terres impropres à l'agriculture.
OK? Parce que c'était des terres basses, il y avait des tourbières, il y avait la nappe phréatique était trop élevée, en fin de compte. Puis il disait, l'agronome du lieu disait, si vous voulez réussir en agriculture, allez pas vous installer dans l'ancien Eusèbe. C'est des terres légères. On est sur le delta de la rivière Achamouchouane, donc c'est des terres de sable et des terres légères. Et puis eux autres, c'était pas conseillé. Mais il reste qu'on était là. Tous les intervenants agricoles, étant donné qu'on commence à prendre des décisions, nous autres agriculteurs, puis on n'est pas agronomes, ça ne faisait pas l'affaire du monde. OK. Parce que, selon la philosophie du système, c'est qu'un agriculteur, c'est un exécutant, puis l'agronome, c'est lui qui décide, puis il y a les hauts dirigeants, puis nous autres, on exécute, c'est qu'on doit conduire l'agriculture. Puis qu'est-ce qui s'est passé avec le sol sablonneux quand il y a eu ces changements-là qui se sont instaurés dans votre Bien, entreprise? c'est parce qu'au départ, il y avait des bons sols puis des mauvais sols, tandis OK. qu'en agriculture biologique, il y a des sols différents. Ça veut dire que si tu as un sol sablonneux, tu ne cultives pas de l'orge à haut rendement, mais tu cultives du sarrasin, ou tu vas vers une autre agriculture qui s'adapte. Puis après ça, on avait des sols hauts en matière organique. Donc, eux autres, ils nous ramenaient toujours... Le pH idéal, c'est 6 et 5, lorsqu'un tas un taux d'argile à 25 OK. Le taux d'argile, le pH idéal, c'est 6 et 5. Mais moins tu as d'argile dans ton sol, le pH, il change. Plus tu as de l'humus, plus le pH il change. En fin de compte, dans une terre noire, le pH idéal, c'est 5 et 5 dans une terre noire. Mais- Chaque catégorie de sol À son... a son pH, pH idéal. Et sa type de culture qui rapporte le plus. Oui. OK? La personne, il dit oui, mais dans la terre noire, on ne cultive pas de l'orge. On s'est mis à se questionner sur les manières de faire. On achetait 60 tonnes d'engrais chimiques par année. On faisait exactement ce que les spécialistes nous recommandaient de faire. Il y avait une marche à suivre, puis c'est Une comme marque ça à qu'on faisait de suivre, puis l'agriculture. étant donné embarquait. qu'on n'avait pas de formation agricole, Ouais. on s'est rendu compte que si tu avais besoin de l'azote, tu l'achetais. Puis si tu avais besoin de la potasse puis du phosphore, tu l'achetais. Puis si tu avais besoin de faire du lait, tu achetais les protéines, puis tu achetais. Ça veut dire qu'en réalité, on s'apercevait que posséder un sol, ça voulait rien dire. On avait perdu le côté vraiment ancré de l'agriculture qui est en C'est lien ça. avec un sol. C'est ça. Ça veut dire que le biologique est rentré dans votre vie. Oui. Par l'achat de volume, OK, ça s'appelait les grandes cultures de Monique Saltner et puis la fécondité du sol d'H.P. Roche, là, qui était un traduit d'allemand, mais qui nous parlait beaucoup plus de philosophie. C'est les techniques biologiques qui nous ont appris à faire une meilleure utilisation des ressources du milieu. Comment ne pas avoir besoin d'ensemble des pesticides, Oui. comment ne pas avoir besoin de suppléments protéiques, comment diminuer, puis après ça, la facture de vétérinaire était très importante dans ce temps-là OK. aussi. Et puis, c'est là qu'on a commencé à travailler sur ces sujets-là. La nature, elle n'enfouissait plus les graines, donc on s'est mis à semer à la volée. On a imité la nature, on a ôté le sel, on a tout imité la nature. Puis C'est une aussi- vache, là, tu sais, là, elle est habituée de manger quelque chose que vous faisiez comme on vous disait Oui. de faire et tout ça. Est-ce qu'on réintègre des nouvelles affaires dans l'alimentation des vaches à ce moment-là? Ben, Est-ce c'est que- qu'on est venu, on a résumé, on a augmenté la quantité. Avant, on soignait, on avait quoi? Du trèfle. On utilisait du trèfle, de la luzerne, puis du mil. OK. La vache, elle n'a pas de bloc de sel jamais dans la nature en Vendée. Oui, oui. Puis là, on a voulu créer, c'est qu'une vache, elle pourrait rencontrer comme aliment si elle était à l'état sauvage. Puis là, on s'est mis à augmenter beaucoup les quantités de légumineuses. Ça veut dire OK. que c'était plus rien que du trèfle. On a à peu près 12 variétés de plantes différentes dans nos fourrages. Et puis, on a arrêté de faire la monoculture. Puis à ce moment-là, on n'avait pas la prime bio. On ne vendait pas de produits bio. OK? C'était juste la diminution des dépenses, la diminution des frais vétérinaires, la diminution des intrants, du côté les sols et puis du côté de l'alimentation des vaches. Puis c'est ça qui a fait la rentabilité. C'est de recréer de la nature à travers quelque chose qu'on a dénaturé C'est ça. complètement, puis d'y redonner sa vocation première, puis de refaire un sol fertile, puis de respecter le sol. Parce qu'en réalité, ce qu'on fait présentement, c'est tout simplement de l'agronomie poussée. Ici, présentement, sur la ferme, il y a 3 critères qui nous différencient d'une ferme conventionnelle. OK. D'un, on est au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, vous avez entendu parler de l'agriculture nordique. Ouais. Bon, l'agriculture nordique, l'avantage que ça nous donne,
c'est tout simplement que nous autres, étant donné qu'on est au 48e parallèle, nos journées sont plus longues l'été. Et puis nos nuits sont froides. Ça veut dire que la plante, elle absorbe beaucoup d'énergie solaire qu'elle transforme en sucre. Étant donné que les températures sont inférieures souvent à 15 degrés centigrades la nuit, la plante ne croît pas la nuit et conserve sa teneur élevée en sucre. C'est ce qu'on appelle l'agrivoltus. Donc, tout l'ensemble des plantes contiennent plus de sucre qu'une plante qui est cultivée dans le sud. C'est pour ça que les bleuets sont plus sucrés, les framboises, les fraises, etc. Mais l'ensemble des plantes contiennent plus de sucre. C'est pour ça que le lait qui vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean se conserve plus longtemps. Le lait est plus énergétique. L'autre phénomène, c'est qu'on remplit les normes bio, le cahier des charges, etc., etc. Mais nous autres, on va plus loin. Oui, il y a des critères que tu peux donner moins de moulées, ce qu'on appelle des suppléments aux vaches. Mais par contre, tu peux en donner s'ils sont bio. Tu peux donner du maïs s'ils sont bio, tu peux donner du soya s'il est bio, tu peux donner exactement les mêmes choses. Puis tu peux travailler avec la santé des vaches, avec les choses homéopathes ou n'importe quoi, mais de la même manière que le conventionnel. OK. Nous autres, c'est rien de ça qu'on fait. Nous autres, ce qu'on fait, on appelle ça la recherche de l'équilibre. On fait tout pour garder les vaches en santé, mais on n'a absolument rien pour les soigner. Meilleur taux de fécondité, moins de maladies, on perd moins d'animaux. Pas à cause qu'on n'en remplace pas, on en remplace parce qu'on n'utilise aucun antibiotique. Toute l'étable est vraiment conforme aux nouvelles normes de confort animal qui s'en viennent dans le futur. Les animaux sont libres. À partir de l'âge de 8 mois, ils vont à l'extérieur l'été et les vaches, en lactation, vont toujours au pâturage quand c'est possible, naturellement, quand il y a de la végétation. Puis, il n'y a plus aucun animal qui est attaché. On a pris la terre de nos parents et puis on va la redonner en meilleure qualité. Plus belle qu'elle était. Plus belle qu'elle était, plus productive, mieux installée à l'autre génération. Le recours aux pesticides de synthèse, aux organismes génétiquement modifiés, aux fertilisants de synthèse et aux hormones de croissance animale est prohibé en agriculture biologique. De plus, l'usage des antibiotiques est restreint. L'agriculture biologique utilisera plutôt une approche préventive en optimisant la fertilité du sol à long terme ainsi que la santé des plantes et des animaux. Je vous invite à aller voir plus concrètement comment tout ça se passe chez Sophie et François. Au niveau de la production biologique, ça nous oblige à être très à l'écoute de notre milieu, très en observation. Ça nous demande une connaissance beaucoup plus approfondie des dynamiques sur le terrain. Souvent, on parle des nouveaux insectes qui arrivent, des mauvaises herbes aussi, parce que ça, c'est un des défis en agriculture biologique. On s'assure que nos amis, les insectes, travaillent avec nous, dans le fond. On va chercher les alliés aussi au niveau du terrain. Au niveau du sol, le bio, son premier élément, c'est le sol. C'est le sol qui nourrit notre plante. Donc, c'est certain qu'on y prend grand soin. On le travaille avec respect. On essaie de toujours le bonifier, de l'améliorer. Initialement, on a introduit beaucoup de fleurs, de plantes mellifères pour les attirer, pour bonifier le milieu, de planter des arbres fruitiers aussi pour la diversité, pour nous nourrir nos familles aussi. Naturellement, on a une vie dynamique ici, là. On voit bien là, ici là, la représentation là, au niveau des blocs de rotation des cultures, qui est notre principe de base. Donc, tout en haut, on voit qu'il y a des petites fleurs jaunes. Ça, on a une grande ligne de topinambour, qui est un tubercule à faire connaître. Mais super envahissant. Super envahissant, oui, on le confine. Là. Lui, il faut le récolter à chaque automne. Il faut s'assurer qu'il ne reste presque pas de tubercules.
Puis nous, on le ressème quand même au même endroit depuis quelques années. Il n'y a OK. pas de problématique pour va bien. l'instant au niveau des maladies du sol ou quoi que ce soit. Puis on voit les blocs, il y a poireaux. On a déjà enlevé une partie des oignons qui sont au séchage présentement. On voit, il nous reste 2 rangs d'haricots. On avait des mange-tout, donc là, un bloc de légumineuses. OK. Ici, c'est un bloc qui est en train de se fermer. C'est un bloc de crucifères. On est en train d'enlever le voile sur les choux de Bruxelles. Mais on avait tous les brocolis, choux-fleurs, les choux de première vague là, dans nos paniers. Puis on a toujours la fameuse kale, qui est le légume vedette depuis quelques années, depuis que Ouais. certains grands cuisiniers en ont C'est parlé. sûr que si Popeye existait en 2017, c'est pas les épinards qui mangeraient. Ça serait de la du kale. Puis après, on voit un petit rang de gourgane. Puis tout le bas du champ, donc, c'est la partie des cucurbitacées. Donc, on parle des courges d'été, des concombres, des courges d'hiver, des cornichons, etc. Pourquoi on fait la rotation des cultures? C'est quoi le principe de base? La première chose qu'on regarde toujours au niveau de la rotation des cultures, bien, au niveau des familles, il y a des maladies au niveau du sol associées à chacune de ces familles-là. On parle aussi d'insectes qui se logent parfois pendant plusieurs années dans le sol. Donc, en changeant nos familles de place à chaque année, bien, on s'assure au moins de ne pas poursuivre ce cycle-là des maladies. Il fait chaud ici. Peut-être c'est plus humide aussi. On a 2 rangs de tomates, donc un rang de beef, de la grosse, tomate cerise italienne, un rang de concombre. Et puis on a un beau rang de poivrons que j'aime beaucoup. Puis vous savez, au Jardin de Sophie, on se spécialise en piment fort. Donc on a un rang complet de piment Hey, c'est fort beau, hein? avec 12 Allez voir les variétés couleurs. de piment fort. Fait qu'on va se promener. Oui. Ici, là, c'est une de nos fiertés cette année. Ils sont fournis. Viens te cacher en dessous, Nancy. Ben, j'ai peur. Ça va-tu C'est me piquer un les arbre yeux? de Noël, non. Ça, beau. c'est un plant, c'est des semences qu'on a ramenées du Costa Rica. C'est un piment fort. Biologique. Vous êtes allé chercher des d'un- semences au Costa Rica biologiques. Ben, on a fait un voyage familial, mais on a visité des producteurs là-bas. Puis, Hey, ben, c'est un de hot. nos plaisirs, c'est de visiter des fermes. Puis, on a vu ce piment fort-là qui a tout de suite attiré notre attention. Puis, on a ramené un fruit avec des semences. Puis maintenant, ben, on l'a appelé le Pura Vida, qui va faire partie de notre saisonnière sauce vrai. piquante avec notre association avec les sauces d'âme pour la sauce de cette année. Ça sent. Juste à l'odeur, là, Ah oui, hein? On ça sent le pique poivron. déjà. Tu me disais que c'était un autre défi de travailler en serre, en Oui, biologique. ben tu vois, là, ici, j'ai mon allier. Ah, Donc, ça, c'est une régulièrement, amie. je viens voir l'allier qui est les coccinelles en C'est serre. notre amie, celle-là. Une des choses que j'ai appris avec la production de serre bio, c'est l'usage d'insectes prédateurs qui viennent manger, entre autres, des insectes nuisibles, comme Puis là, les pucerons. elle est arrivée comment, là? Toi, comment tu fais? Tu l'intègres? Tu dis, bon, vous venez les amis. puis- Oui, celle-ci est rentrée naturellement, mais au printemps, on a eu une infestation, puis on en a rentré. Donc, Ça s'achète ça au s'achète, Costco, ça? ça s'achète, ça se fait venir. Il y a C'est des vrai? entreprises, il y a une entreprise québécoise. Donc, Qui produit des qui coccinelles. produit, entre autres, des coccinelles, mais Puis des dizaines d'autres d'insectes. insectes pour aider les producteurs, autant au niveau des serres qu'au niveau des champs. Oui, c'est possible, la production de serre en mode biologique, ça se fait très bien. Je pense qu'il faut juste être convaincu puis être à l'écoute de ces plans. Qu'est-ce que tu rêves pour le biologique? Qu'est-ce que tu rêves pour la façon de s'alimenter pour notre société? Moi, ce que je vois d'ici 15 ou 20 ans, c'est peut-être loin, mais en même temps, c'est proche. c'est proche. C'est que le Québec devienne un fleuron du bio, comme la Suisse peut l'être en Europe. Oui. Donc, c'est vraiment la tendance que je vois en ce moment au Québec, là. Puis avec vraiment une grande fierté, parce qu'il y a beaucoup de producteurs comme nous, des jeunes producteurs, de la relève, que c'est exactement le créneau vers lequel ils s'orientent. En ce moment, il faut être conscient qu'au Québec, il y a tout un mouvement qui se crée au niveau de la relève agricole
mais qui est entièrement orienté vers l'agriculture maraîchère diversifiée biologique. Donc ça, moi, je dis que ça va faire des petits bientôt. Ça prend du temps à monter une ferme, et ces jeunes-là, dans 5, 10, 15 ans, vont avoir amené à terme des projets un peu similaires aux nôtres. Puis je pense que ça va être très porteur pour les communautés un peu partout dans les régions rurales du Québec, les régions périurbaines aussi. Donc c'est vraiment la tendance du moment, là. Avec sa centaine d'entreprises certifiées bio, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean occupe une position enviable dans la province. Le positionnement géographique et les conditions climatiques plus rigoureuses que dans le sud du Québec constituent des facteurs favorables au développement de l'agriculture biologique. L'éloignement géographique, les chaînes de montagne, les hivers froids et la couverture neigeuse ont une incidence directe sur la présence et la prolifération des ravageurs. C'est ce qui nous permet de réduire l'usage des pesticides de synthèse. Puis ça, c'est bon pour nous. Aujourd'hui, je vous parle de la microbrasserie Le Lion Bleu et de la boucanerie d'Henry. Le Lion Bleu, c'est une microbrasserie qui est située en plein cœur du centre-ville d'Alma. Aujourd'hui, je vous présente une double IPA d'inspiration Nouvelle-Angleterre. Cette bière-là, c'est un hommage aux artisans brasseurs de la côte est américaine. On y retrouve des arômes de papaye, de melon et de litchi, et tout ça en une seule gorgée. C'est vraiment la bière parfaite pour accompagner un tartare de saumon auquel vous auriez ajouté par exemple de la mangue ou encore un jambon à l'ananas. La boucanerie d'Henry, c'est vraiment une histoire de tradition et de saveur. On vous offre un saumon qu'on fait venir directement du Nouveau-Brunswick et qu'on fume à chaud. La différence entre fumer à chaud et fumer à froid, c'est que fumer à chaud, on rentre véritablement le saumon à l'intérieur du fumoir. C'est pas compliqué, c'est le meilleur au monde. On y retrouve aussi un jerky de saumon fumé. On part donc du même saumon de fumée que cette fois, on déshydrate. C'est vraiment l'accompagnement parfait à l'apéro. Vous pouvez vous procurer les produits directement en ligne parce qu'ils livrent partout au Québec en glacière. Vous êtes donc assuré de recevoir un produit frais directement à votre porte. Et si vous êtes dans le coin, vous pouvez passer à la boutique sur le chemin du plateau. Bonne visite!